Bonjour Marion Sigaud et bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour. Alors voilà, bonjour Marion Sigaud. Je vous vois une fois sur l'écran et dans le sas deux fois. Je n'ai pas la berlue. C'est bon que Raphaël me rassure. C'est bien vous, Marion Sigaud, et il n'y en a qu'une de toute façon. S'il y en avait plusieurs, ça se saurait, à moins que vous soyez déjà arrivé à un tel degré d'élévation spirituelle que vous soyez frappé du don d'ubiquité. Je pense que vous êtes là avec nous. De vous avoir, Marion Sigaud, la conférencière, l'historienne. Je vais rappeler, parce que ça sera en plus les sujets principaux que nous aborderons, certains de vos ouvrages ils sont nombreux. Ils sont tous, on ne peut qu'encourager évidemment nos internautes à se les procurer et à les lire si ce n'est pas déjà fait. Pêle-mêle, hein, je dirais, de mes recherches, que ce soit La mort du roi et les secrets de Saint Fargeau, La chasse aux sorcières et l'Inquisition. Vous allez peut-être d'ailleurs nous rappeler par la suite les maisons d'édition déjà pour ces deux premiers ouvrages. Ces livres vont ressortir. Je suis dégagée de mes obligations vis-à-vis de mon dernier éditeur et je suis à présent en phase de rééditer tous ces titres sous la bannière de Réhistoire pour tous, qui va être ma maison. Enfin, c'est pas une maison d'édition puisque c'est de l'auto-édition, mais disons ce sera la bannière de ma collection. Voilà. C'est important de le signaler. Historique, à la fois historique ancienne et historique contemporaine, parce que tout ce que je fais en contemporain, c'est malgré tout de l'histoire, avec référence aux archives, voilà, même si c'est de l'histoire contemporaine, ça reste de l'histoire quand même. Donc ces livres vont ressortir incessamment, hein, c'est en cours. Alors je vais vous soumettre à la question justement, comme allons-y. Pour d'autres livres, et vous nous direz si là, eux, sont toujours édités ou si vous allez les rééditer, parce que par exemple, Rue Serrant sans terre promise, c'est l'Harmattan. On peut encore se le procurer? Pas du tout, certainement pas chez l'Harmattan. Il en reste plus aucun exemplaire, je crois, à Culture pour tous, et ce sera réédité comme le reste. Alors, il faut savoir que une imposture au service des puissants. Ah ben ça sera réédité, prochainement, très prochainement, très prochainement. Mais je vais d'abord rééditer La Marche rouge, qui est quand même mon livre emblématique, parce que La Marche rouge, c'est le fond de ma recherche, c'est la raison de ma recherche. Général. Voilà, la raison pour laquelle j'ai repris à 50 ans passés mes études d'histoire, c'est pour étudier ce qu'on faisait aux enfants sous l'Ancien Régime. La Marche rouge, c'est ce que j'ai découvert, c'est pas du tout ce que je cherchais, c'est ce que j'ai trouvé. Vous savez, en histoire, on cherche la vérité, puis on trouve ce qu'on cherchait pas. Ça, c'est un signe de l'honnêteté. Ça, c'est un signe d'honnêteté intellectuelle. Hein. Je suis partie sur une fausse piste d'ailleurs, parce que il me semblait alors j'avais compris que le roi de France couchait avec des petites filles, ça c'est une réalité historique. J'ai voulu en savoir plus long en me demandant si le roi ne faisait pas enlever des enfants dans les rues à une période où la police se rendait coupable d'exactions de ce type. Et je me dis, alors le vilain roi qui fait enlever des enfants pour coucher avec, je me suis rendu compte que c'était une énormité. Le roi n'avait pas besoin de faire des exactions publiques de ce type-là, il n'était même pas au courant d'ailleurs de ce qui se passait. Donc je suis partie sur une fausse piste et je suis tombée sur la réalité de l'ancêtre des services sociaux, à savoir l'hôpital général, se livrait à un épouvantable trafic d'enfants dans des proportions monstrueuses. Et c'est le sujet de la Marche rouge, pardon. Et La Marche rouge, c'est le titre que j'ai donné à la révolte sanglante des parents en mai 1750 à Paris. Pourquoi je l'ai appelée La Marche rouge? Parce qu'il y a eu en 1996 en Belgique, la marche blanche, c'est-à-dire que les parents se sont soulevés quand ils ont découvert la réalité de ces enlèvements d'enfants et de ces réseaux pédocriminels. En Belgique, ils ont fait la marche blanche et en France, en 1750, ils ont fait la marche rouge, c'est-à-dire que ça a été sanglant. Voilà. Donc, c'est le titre que j'ai. Alors, j'ai vu qu'il y a des gens maintenant qui font référence à la Marche rouge pour parler de cette révolte des parents en 1750. Et c'est une. Bon, j'ai pas déposé
j'ai pas déposé le titre, hein. Enfin j'ai déposé, voilà, c'est le titre de mon livre et c'est maintenant le titre qu'on donne. Je pense que c'est un petit peu passé dans le langage courant. C'est le nom qu'on donne à cette révolte de 1750 qui a mis à Paris en état de siège, Quand les parents ont compris, quand les Parisiens ont compris que véritablement, non seulement des enfants étaient enlevés par des policiers, mais que les policiers pouvaient attester qu'ils avaient reçu des ordres précis de l'autorité en place pour le faire, ça a été absolument, ça a été sanglant. Ça a été une révolte, c'est passé de quartier en quartier, il y a eu des rues entières qui ont été bloquées par des émeutiers qui arrêtaient la police, enfin la police, le guet parisien a été obligé notamment au carrefour de la Croix-Rouge de renoncer, ils ont été obligés de reculer tellement la foule était déchaînée et mort aux enleveurs d'enfants. Il y a eu un commissariat le dernier jour des émeutes, c'était, moi je me souviens pas de la date exacte, enfin peu importe, c'était en mai, fin mai 1750. Un commissariat a été la façade d'un commissariat a été entièrement détruite et le commissaire qui détenait un enleveur d'enfants qui lui avait été amené par le guet a été obligé de le relâcher, c'est-à-dire de le livrer à la foule. C'est effrayant. Il est mort piétiné, enfin transformé en bouillie. Les émeutiers ont cloué son cadavre sur la porte du domicile du lieutenant général de police qui est sorti en pyjama par une échelle avec sa femme et sa fille. C'est fou, c'est une révolte. Et la révolte, c'était on touche aux enfants. Et j'ai pris l'habitude de dire depuis que j'ai compris ça, que le peuple d'une façon générale, bon, c'est le peuple français, le peuple parisien aussi, qui était réputé pour être tranquille tranquille. Le peuple parisien avait la réputation d'être tranquille et de ne pas poser de problème. Si on touche aux enfants, ce sera sanglant. Et ça l'a été. Alors, ça l'a été, Marion Sigaud. J'avais pas prévu du tout de débuter comme ça, mais je ne peux que m'incliner devant la façon dont on commence à traiter cet entretien. Est-ce que, question immédiate dans ces cas-là par rapport à ce que j'entends, est-ce qu'il faudrait peut-être que demain les parents, au vu d'un certain nombre de scandales, se mettent à nouveau en colère? Est-ce qu'il y a cette option qui... mais vous savez, la colère, ça ne se décrète pas, ça se découvre. Bien sûr. Un jour, un moment, vous êtes en colère. Quand on entend parler aujourd'hui d'un certain nombre de scandales avec les enfants à nouveau, avec l'ASE, avec... on est en plein dedans. Vous avez des services sociaux qui légitimement, dans l'absolu, retire des enfants aux familles maltraitantes, encore que on devrait pouvoir, et j'en ai discuté assez longuement ces derniers mois avec des psychologues des familles qui m'ont dit que en faisant ce qu'il faut, en rétablissant la communication dans la famille, enfin en faisant vraiment des thérapies familiales, on peut rétablir la communication, le bien-être dans la famille, voilà, on peut rétablir ce qui doit l'être. Il est malgré tout légitime, en l'absence de solutions comme ça, de retirer des enfants des familles maltraitantes. Mais maintenant, la maltraitance, menacer un enfant de la fessée, c'est devenu de la maltraitance. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un degré de folie où il a été décrété que les enfants n'appartenaient pas aux parents et que l'État était là pour protéger les enfants contre les parents. C'est bon là. Attendez. Le père et la mère, les parents sont légitimes à protéger leurs enfants contre la société, et c'est pas à la société de protéger les enfants contre leurs parents. Voilà. Et alors, vous savez ce que je viens d'apprendre? Alors, j'en avais entendu parler déjà de loin en loin, mais là maintenant, oui. je viens d'apprendre de façon beaucoup plus concrète que maintenant, les enfants, vous avez des enfants qui battent leurs parents et qu'il n'y a pas de loi pour protéger les parents contre ça. Vous vous rendez compte? Surtout les enfants d'un certain âge, oui. Ah bah, vous avez un adolescent de 14 ans, il peut très bien, un adolescent de 14 ans peut très bien envoyer des coups de poing à sa mère. Elle va faire quoi? Elle va appeler la police? Vous voyez ce que je veux dire? Et le principe de la dernière énormité qui est sortie, la plus grave, ça a été l'interdiction de la fessée. Parce que interdire la fessée, alors quand on a sorti ça, on a dit oui, mais enfin c'est pour lutter contre les violences ordinaires. Mais mêlez-vous de vos fesses, vous occupez pas de ce qui se passe dans les familles. De toute façon, dans l'interdiction de la fessée, la menace de la fessée est aussi grave que la fessée elle-même. Et la résistance au desiderata des enfants est considérée comme une violence psychologique. C'est-à-dire qu'on lutte contre la violence
physique et psychologique. Ben voyons, quand vous dites non à un gosse, vous lui opposez une violence psychologique. Vous n'avez plus le droit. C'est monstrueux. Et les parents, alors je ne dis pas que tous les parents sont bons, attendez, moi j'ai eu un père atroce. Franchement, bon. Et je le défends dans son droit à l'autorité sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai jamais contesté l'autorité de mon père sur moi. J'aurais voulu qu'il se comporte différemment et surtout que la société m'apporte des réponses et l'aide à laquelle j'étais en droit légitimement de réclamer. Mais je n'ai jamais remis en cause personnellement l'autorité du père, et la société a détruit l'autorité du père. Et l'autorité du père et l'autorité de la mère. C'est-à-dire que l'autorité des parents, l'autorité c'est quoi? Avoir l'autorité sur les enfants, c'est être décideur en dernière instance. Et ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Et qui est-ce qui va décider? Des services sociaux, on peut savoir qui les recrute, à quel titre, avec quelle formation, avec quelle légitimité. C'est épouvantable. Moi, j'entends autour de moi des récits absolument infernaux de gens qui se font donner des leçons par des gamins ou des gamines sortis de nulle part à qui on a donné l'autorité pour aller dans les familles dire « vous n'avez pas le droit d'eux, vous n'avez pas le droit d'eux ». Vous savez ce que c'est, les enfants qui s'opposent à leurs parents en disant « j'ai le droit ou j'ai pas le droit ». Mais comment fait-on? Les enfants n'ont pas de droit. Les droits de l'enfant, c'est une aberration. Les droits de l'enfant, c'est une aberration. Les enfants n'ont pas de droits. Pour que les enfants aient des droits, il faudrait que les enfants puissent se porter en justice. Non, mais puis quoi encore? Monsieur le juge, mon papa n'est pas gentil. Monsieur le juge, mon papa, il récuse mes droits sexuels. Vous savez qu'on a donné des droits sexuels aux enfants maintenant? Si vous avez une fille on va en parler, Marion Sigaud, on va en parler. Moi, je tenais à vous dire que dans l'éducation nationale, j'ai en effet noté qu'il y avait certains parents qui pouvaient être battus par leurs enfants. J'ajoute, pour ce qui me concerne, que ces cas de figure, c'était malheureusement, c'est vrai qu'il y avait des garçons qui tapaient sur leur mère, mais ils avaient été à la bonne école avec le père avant. Il y a tout ce phénomène de mimétisme aussi, de violence intrafamiliale. Je vous laisse continuer sur ces développements qui sont passionnants. C'est pas qu'ils sont passionnants, ils sont terribles, mais en tout cas, ils sont tellement d'actualité et vous connaissez très bien ce sujet. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement chez vous, je le dis une fois et je vous rends la parole ensuite, Marion Sigaud, c'est que vous puisez dans l'histoire des éléments qui permettent de comprendre le présent, de donner des pistes pour le futur. On parlera de démocratie paysanne tout à l'heure. Il y avait Christian Van Est qui était là sur la démocratie directe. On devrait s'en inspirer. C'est pareil sur ces aspects-là. Et donc, il y a aussi, je ne sais pas si ce livre, et après, je vous rends tout de suite la parole, mais je parle aussi de tous ces livres que vous avez pu écrire et que vous allez donc tout rééditer, mais qui est important, je pense, qui sont les droits sexuels. Marion Sigaud, la destruction programmée de l'enfance et de la famille. Alors, les droits sexuels, c'est toujours disponible chez un excellent éditeur qui est Sigest. Je n'ai eu aucun souci. Sigest est le seul éditeur avec lequel je n'ai pas eu les pires problèmes. Le seul. Et j'en ai eu une série. J'ai eu des problèmes avec tous mes éditeurs, sauf avec l'éditeur Sigest, que je salue, à qui je souhaite la bonne année. Voilà. Alors, vous pouvez continuer justement sur ces aspects-là, sur les droits, enfin la façon, sur les droits sexuels, la future loi aussi qui arrive sur l'éducation à la sexualité à l'école. Tous les moyens sont bons. La sexualisation des enfants est un crime contre l'enfance, c'est un crime contre l'humanité. Tout le système de sexualisation des enfants, c'est-à-dire tout le système qui consiste à dire on va apprendre aux enfants comment faire l'amour, comment faire ceci, comment faire cela, c'est tiré d'un crime, d'une imposture intellectuelle qui a été relayée par la CIA, qui a été relayée par toutes les grandes instances internationales, qui a consisté à valider les pseudo-recherches d'un maniaque sexuel, d'un fou dangereux, qui s'appelait Alfred Kinsey, qui a publié en 1948 et en 1952 2 rapports sur la sexualité des hommes et la sexualité des femmes. Les rapports étaient bidonnés. Ça a été présenté par toutes les instances intellectuelles de l'époque. L'université a relayé, tout le monde a relayé ça, et c'est fondé sur une imposture. C'est Madame Judith Reisman, qui est décédée aujourd'hui, qui a été mon amie pendant les 3-4 dernières années de son existence. C'est elle qui a découvert l'imposture en se rendant compte, et elle a été relayée et suivie par un certain nombre d'intellectuels américains à qui on a passé le micro de loin en loin, mais à qui on n'a jamais donné véritablement la possibilité de s'exprimer dans les grands médias.
Elle a découvert que toute la révolution sexuelle est fondée sur une imposture, laquelle imposture est fondée également sur un crime collectif commis contre des enfants captifs qu'on a abominablement, bon alors je vais être grossière, hein, je suis désolée, enfin pas grossière, je vais être crue, qu'on a masturbé, qu'on a violé, c'est épouvantable. Et quand ces malheureux enfants, et alors on les a confiés à des pédophiles notoires, qui se sont livrés à ces expériences, et quand les enfants s'évanouissaient, faisaient des convulsions, hurlaient, on disait, il était noté en face de leur réaction qu'ils avaient des orgasmes. Donc c'est sur cette atrocité qu'a été fondée toute la révolution sexuelle. Il y a une deuxième imposture absolument terrible qui a été faite à partir de Kinsey, à cette époque-là, ça a été de trafiquer le nombre de personnes qui étaient homosexuelles. Donc, à partir d'un nombre, on a multiplié par 10 le nombre d'homosexuels dans une société donnée. Ça a été fait délibérément, ça a été un mensonge délibéré. Il y a eu plusieurs ouvrages qui ont été écrits, notamment par Judith Reisman, plusieurs ouvrages qui attestent de ça. Vous avez un certain nombre de liens que je fais maintenant. Enfin, ça, c'est le sujet du prochain livre que je suis en train d'écrire. Et à partir de la multiplication par 10 du nombre d'homosexuels, on a introduit l'homosexualité comme étant une norme acceptable et défendable, alors qu'on n'a pas à défendre une sexualité. Je veux dire, les gens sont comme ils sont, ils ont à l'être de façon tout à fait intime, personnelle et privée. On n'a pas à mettre ça dans l'espace public. Et c'est à partir de ces deux mensonges qui sont: les enfants sont sexuels dès la naissance parce qu'ils ont des orgasmes, premier crime et première imposture, et deuxièmement, les homosexuels sont 1 sur 10. C'est à partir de ça qu'on a inventé cette sexualisation des enfants à l'école, relayée par une association qui a pignon sur rue, qui s'appelle le Siecus. Le Siecus a été inventé au début des années 60. C'est un organisme relayé par les Nations Unies qui promeut l'éducation à la sexualité aux enfants dès leur plus jeune âge. Voilà. Donc c'est fondé sur une imposture, c'est un crime social, c'est un crime à l'échelle de la planète. Et à l'heure actuelle, le gouvernement français, bien évidemment, relaye ces horreurs et s'apprête à montrer aux petits-enfants, mais dès des toutes petites classes. Moi, quand j'ai donné l'alerte il y a quelques années là-dessus, à partir de mon livre Les droits sexuels, il y a des gens qui ont dit: mais enfin, Marion Sigaud, elle dit n'importe quoi. Attendez, regardez les textes, hein, regardez les textes. C'est dans les textes, c'est les Nations Unies relayent, le Parlement français relaye, l'Union européenne relaye, l'UNESCO, toutes les grandes agences de l'ONU relayent, l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé a inventé la santé sexuelle. Vous savez, oui, mais bien sûr, toutes les questions de santé. Là. Donc, tout ça, c'est de l'imposture. Il faut dire haut et fort que la sexualité des gens ne regarde pas le public et le pouvoir. Je pense que la sexualité est une fonction absolument essentielle à notre équilibre. La recherche de l'équilibre sexuel est quelque chose certainement d'essentiel dans nos vies. Ça ne regarde pas l'État, ça ne regarde pas les autorités. Laissez les gens revenir à leur intimité. On a détruit l'intimité. C'est terrible cette histoire de santé sexuelle, parce que là, c'est avec aussi les lois Évin, ce genre de choses-là, c'est que petit à petit c'est arrivé. C'est-à-dire que longtemps, dans l'Antiquité et depuis toujours, là, ce qu'on appelait justement la santé, c'était l'absence de mots, le silence des organes. Alors que maintenant, on nous le norme. Et c'est par là qu'ils sont passés. Absolument, absolument. Et vous vous rendez compte l'énormité de la chose, c'est-à-dire que un petit enfant à qui que l'on oblige à voir des scènes sexuelles en général, mais spontanément, il détourne les yeux, il regarde ailleurs, et on les oblige. Et les enfants sont affolés et les parents n'ont plus d'autorité pour interdire ça. On a vu ça en Allemagne il y a déjà maintenant plus d'une dizaine d'années, des parents qui ont été mis en prison parce qu'ils ont interdit à leurs enfants d'aller au cours d'éducation à la sexualité. Vous vous rendez compte? À la sexualité, ça veut dire quoi? Et tout cet apprentissage est fondé sur les impostures de Kinsey. Et Kinsey considérait l'activité sexuelle comme une activité absolument hors de toute norme et de toute morale. C'est-à-dire que la morale dérange les droits sexuels.
Dire que le sexe peut être bien ou mal, c'est déjà une ingérence inadmissible dans les droits sexuels des gens. Non, mais arrêtez. Il n'y a pas de sexualité sans partenaire. Si vous ne pouvez pas introduire la morale dans la sexualité, vous allez introduire où? C'est l'abolition de la morale, mais c'est la sauvagerie. C'est la sauvagerie. Toute civilisation est fondée sur la reconnaissance par les membres de la société d'un certain nombre de valeurs collectives. Si on dit les valeurs collectives, elles s'opposent aux droits sexuels, bah attendez, c'est la sauvagerie. Et on nous prépare, ces gens-là nous préparent. Sauf à faire l'amour avec des robots. Sauf à faire l'amour avec des robots. Bah, vous savez, il y a des gens qui s'en réclament, hein, les poupées gonflables et autres horreurs. Attendez, l'amour est une bien trop belle chose pour être confié à ces gens-là. On dit tous les gens qui s'opposent aux droits sexuels, on dit qu'ils aiment pas l'amour. Non mais attendez, comment ça? Vous appelez ça de l'amour? L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est ce qu'il faut. Vous savez, l'amour, c'est ce qu'il faut sauver. L'amour, c'est ce qu'il faut défendre. Il n'y a pas d'amour dans toute cette révolution sexuelle. L'amour a été éjecté, pratiquement tourné en ridicule. Là, quoi, vous voulez dire? Non, mais vous plaisantez. J'ai entendu une jeune fille me dire, elle était au lycée, elle m'a dit que dans son lycée, leur professeur, alors de français, parce que ça se fait dans toutes les classes, leur a expliqué que l'amour c'était une invention, que le sexe c'est la baisse, que c'est un droit, que etc., et que l'amour c'est ce qu'on a inventé. Non, mais attendez, on n'a plus le droit d'aimer maintenant, mais on en est là. Moi, je suis désolée, le sexe est lié directement, intimement à l'amour. Et l'amour n'existe nulle part dans tous ces cours à la sexualité. C'est éjecté, c'est éliminé, c'est... Attendez, le sexe, c'est pas l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est l'intimité de deux personnes. C'est pas un groupe, c'est pas interchangeable, c'est pas aujourd'hui toi et puis demain quelqu'un d'autre. Vous savez, quand j'ai commencé à faire des conférences sur l'histoire, j'ai reçu des conférences, des confidences de jeunes filles qui venaient, vous savez, à la sortie des conférences, s'approcher de moi en disant « Madame Sigo, est-ce que je pourrais vous parler ?» et tout. Des jeunes filles complètement perdues, qui m'expliquaient que, en fait, ce qu'elles cherchaient, c'était l'amour, c'était le couple, en fait, c'était le mariage, enfin, que ce soit mariage religieux ou pas, c'était la fondation à deux de quelque chose. Elle dit « on se fiche de nous quand on parle de ça. On se fait fiche de nous. T'en es encore là. Attendez, où on va là? Où on va? Et regardez, le résultat, c'est que finalement, les gens ne font même plus de bébés. Maintenant, l'amour, c'est 1 + 1 = 3. Hein? Toi, moi, et la vie qui va en être 3 ou 4 ou 5 ou 6, mais au moins 1 + 1 = 3. C'est ça l'amour. Et maintenant, le 1 + 1 = avortement. Avortement, on n'a même plus le droit de dire qu'il existe des solutions alternatives à l'avortement. 1 + 1 = 1. Ça tombe sous le coup de la loi. Ça tombe sous le coup de la loi. Vous savez, je vais vous, enfin, je l'ai déjà dit, mais je peux le redire. Oh, ça y est, j'ai les sanglots qui me montent. J'ai été partisan de tout ça, moi. Moi, j'ai crié haut et fort, vive l'avortement. Enfin, vive le droit à l'avortement. C'est pas vive l'avortement, vive le droit à l'avortement. Puis un jour, je me suis retrouvée enceinte d'un monsieur que je voulais pas, de des raisons graves que je voulais pas épouser. Et je pense que j'avais raison, et avec le recul, j'ai pas voulu avorter. Tout le monde m'est tombé dessus. C'était mon devoir d'avorter. C'était mon devoir, j'étais une salope de ne pas vouloir avorter. Attendez, le droit à l'avortement, ça n'existe pas. C'est une obligation morale d'avorter pour ne pas gêner la société qui a décidé de nous éradiquer. Le droit à la vie, c'est autre chose. Et tout le monde a le droit à la vie. Et les petits bébés aussi. Vous savez, il y aurait des tas de solutions pour des jeunes filles ou des jeunes femmes ou des femmes qui ont des enfants qu'elles ne veulent pas ou qu'elles ne peuvent pas élever. Il y aurait des tas de solutions en dehors de tous ces services sociaux prédateurs et sadiques. Il y aurait des moyens de faire en sorte que les enfants puissent être élevés en coparentalité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aurait des tas de moyens. Comment on faisait dans l'ancien temps? Il y avait toujours un voisin, une voisine, une grand-mère. C'est comme ça que ça se faisait. Les services sociaux ne venaient pas se mêler de ça. Mais ils ont détruit. C'est justement le sens de ce livre qui donc est toujours que l'on peut toujours se procurer, la destruction par les droits sexuels. Hein, c'est la destruction programmée et de la famille Oui. Bah, s'il n'y a plus d'enfants et plus de famille. Hein. Vous savez, à l'heure actuelle, la famille, c'est famille monoparentale sans enfants. Hein. C'est la solitude. Mais ils le vantent. Regardez, pendant la campagne présidentielle américaine, une des plus grandes stars de la pop musique pour justement inspirer les jeunes aujourd'hui disait la femme achat et sans enfants. Il le revendiquait. Il revendique maintenant le fait de ne pas avoir d'enfants.
Ouais. On en est là. Bah, vous savez, la population. Le but de tout ça, alors c'est ce que j'ai quand même déterminé par mes recherches, le but de tout ça, c'est la dépopulation. Allons-y, développons. Ben, le but découvert à travers toute cette révolution sexuelle et toutes ces attaques contre une sexualité saine, c'est de dépeupler. Le Planned Parenthood, qui est devenu le planning familial, est à l'origine une association, une société eugéniste qui veut réduire la population. Alors, c'est Margaret Sanger, une américaine, qui a été le porte-parole de ce mouvement. C'était une raciste. Elle disait, mais vous vous rendez compte, tous ces nègres, comment ils se reproduisent, mais il faut absolument qu'il y ait... Alors, elle avait deux obsessions, les nègres et les pauvres. Alors, souvent, c'était les mêmes, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et elle voulait éradiquer, d'ailleurs, c'est monstrueux. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui développaient des virus pour éradiquer les Noirs. Vous vous rendez compte? Et il y en a qui cherchent des virus pour éradiquer les Russes, etc., à partir de recherches génétiques. Non, mais attendez, on a affaire à des dingues. Et le planning familial est à l'origine une association eugéniste qui veut réduire la population, qui veut que seuls les gens bien puissent se reproduire et qui dit que la parentalité n'est pas un droit, c'est quelque chose qui doit résulter d'une autorisation. Donc, le Planned Parenthood est devenu le planning familial. Alors, c'est marrant parce qu'il n'y avait qu'à dire la planification familiale si on voulait faire français, mais il a fallu garder le planning, qui est quand même un mot anglais. Et le planning familial est arrivé en France en faisant accroire que c'était la défense des femmes. Je viens de vous expliquer comment on m'a défendu, moi, comme femme, quand j'ai voulu mener à bien une grossesse. Le planning familial est une association eugéniste qui se cache derrière les prétendus droits des femmes, alors que le but, c'est l'avortement, la dépopulation. Moi, je suis désolée, je suis une femme française patriote. J'aimerais, bon, je n'ai pas fait d'enfant. Voilà, c'est pas faute d'avoir voulu. Je vous ai expliqué que les Françaises et les Français refassent des enfants, connaissent les joies de la famille, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une grande tablée avec des enfants, avec toutes les générations. Attendez, c'est ça la vie, c'est ça le bonheur, c'est ça la vie en société. Et c'est ce qu'on veut éradiquer maintenant. On a des gens complètement isolés, le nez sur leur téléphone portable. Il y a plus de communication, il y a plus de communion. Vous savez que je suis très chanteuse. Moi, je chante. Oui, je l'ai découvert au détour d'une université d'été de notre ami le capitaine Alexandre. Ouais. Eh bien, la chanson, c'était ce qui terminait tous les repas familiaux. Tous les repas familiaux se terminaient en chanson. Les repas familiaux, que ce soit pour une communion, que ce soit pour un dimanche, que ce soit pour un anniversaire, on chantait, on chante plus. Les jeunes connaissent même pas les chansons. Vous savez, je prends beaucoup de gens en blablacar. Alors, j'ai mon disque là, Chanter la France, que je mets. Mais ils connaissent même pas la Madelon. Mais ils connaissent rien. Les jeunes, ils connaissent rien. On chante plus parce qu'on n'a plus d'instance pour chanter. On n'a plus d'instance pour chanter. La famille, et pour chanter, c'est le croisement des générations. On n'imagine pas chanter une table de vieux ou une table de jeunes, c'est les générations. C'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs les chansons, c'est parce que ma mère chantait, et elle-même, elle chantait les chansons de sa mère, qui chantait les chansons de la sienne. C'est des choses qui se passent en famille. La culture, ça passe par la famille. Et la famille, si vous ne faites pas des enfants, vous n'êtes plus des familles. C'est ça qu'il faut sauver. C'est ça qu'il faut sauver, Marion Sigaud. Et l'éducation nationale vient vous le prendre et en effet créer de la division entre l'homme et la femme, entre l'enfant et le parent. Raphaël me fait passer cette petite note, en effet, sur lequel vous pouvez aussi réagir si vous le souhaitez aussi. Ce numéro vert qui a été mis en place par l'État afin de permettre aux enfants de dénoncer les parents. Ça, on rentre vraiment dans les systèmes de type totalitaire. Hein. Mais on y est complètement, et c'est pas nouveau. Ça fait quand même des années, je ne vais pas vous donner de date, mais ça fait vraiment des années. On dresse les femmes contre les hommes. Regardez, vous n'avez pas une seule journée qui se passe sans qu'on vous explique que les hommes, alors au nom du paternalisme, alors que le paternalisme, c'est ce qui traite du père et non pas du mari, mais au nom du paternalisme, on fait passer tous les hommes pour des cogneurs, pour des salauds, pour dire, attendez, mais c'est fou, mais on va quand même pas, les femmes vont pas vivre dans des sociétés sans hommes, qu'est-ce que c'est que l'affaire Mazan,
L'affaire mais Mazan. attendez, c'est complètement ahurissant. C'est complètement ahurissant. Je veux dire, l'équilibre d'une société veut que les hommes et les femmes s'entendent, les hommes avec leur personnalité d'homme, les femmes avec leur personnalité de femme, et qu'on arrête de nous casser les pieds à nous expliquer qu'il faut dresser les uns contre les autres. Alors, on dresse les hommes contre les femmes contre les hommes. Je suis désolée, mais moi, une société sans hommes ne m'intéresse pas. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Et on dresse les enfants contre les parents. Les numéros de dénonciation des parents, je suis persuadée que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et maintenant, je vous dis, j'ai été témoin d'une affaire où un parent est allé se plaindre de coups graves d'un enfant. On dit, il n'y a pas de loi pour ça. Il n'y a pas de loi pour ça. Non, allez dénoncer ça au tribunal de police. Votre enfant, on va lui filer une amende, c'est vous qui allez la payer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la destruction de la famille, c'est quelque chose qui est organisé en haut lieu pour complètement atomiser les gens, que les gens soient totalement séparés les uns des autres, alors que la vie humaine, c'est la vie en société, en communauté. Et là, si vous voulez qu'on vienne au sujet qui est le nôtre, la communauté villageoise d'Ancien Régime, c'était l'âme de la France, qu'on a détruit, qu'on a commencé à détruire en 1789 et dont on est en train de vivre les derniers soubresauts. Moi, j'espère que les paysans vont bien sûr gagner leur bataille, parce qu'il n'y aura pas de France sans paysannerie. Il n'y a pas de terre sans paysans, il n'y a pas de pays sans paysans. C'est la paysannerie qu'il faut sauver, c'est la paysannerie qui est l'héritière de la grandeur de la France. La France n'aurait jamais été la France sans la merveille qu'a été la paysannerie française. Certainement une des paysanneries les plus éduquées, les plus cultivées. La paysannerie française, c'est une merveille, c'est une merveille. Et là, ils sont en train de nous... Alors, vous savez comment on fait pour détruire l'image des paysans? On prend dans l'histoire des périodes terribles, par exemple, de famine, et puis on généralise. Regardez, dans l'ancien temps, les gens ils crevaient de faim, ils mangeaient assis au coin du feu une espèce de pain noir. Non, mais attendez, voilà. Vous prenez sur une période donnée un événement dramatique et vous le généralisez. Vous dites avant c'était comme ça. Bon, quand on fait de l'histoire, on va chercher ce qui s'est passé. Il y a eu des périodes terribles dans notre histoire, il y a eu des périodes immenses, de magnifique prospérité, Des gens qui ont traversé la France au XVIIIe siècle disaient c'est un jardin, c'est une merveille, c'est une merveille comment? C'est une merveille comment? En souffrance. Oui, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit. C'est pas l'opération du Saint-Esprit, c'est parce que la paysannerie était active. Vous savez, l'attachement à sa terre, l'attachement à son terroir, l'attachement à la terre de ses aïeux, c'est quelque chose qui est chevillé au corps des paysans. Il n'y aura plus de France sans paysans. S'il n'y a plus de paysans, on va tous mourir. On va tous mourir. Ils vont nous nourrir avec des pâtés de cafards. Non, mais attendez, les cafards, on les éradique. Maintenant, on les cultive pour nous les faire bouffer. Non, mais oh. Et alors, incidemment, je voudrais dire quelque chose. Si on nous fait manger des cafards au nom de la sauvegarde du droit des vaches à la vie et le droit des cafards à la vie, c'est quoi, hein? Moi, je suis pour le mouvement de libération des sauterelles. Le MLS. Bah oui. Bah, attendez, les sauterelles, elles n'ont pas le droit de vivre. Parce qu'on va les broyer vivantes pour vous les faire manger. Elles n'ont pas le droit de vivre, les sauterelles? Non, mais c'est bon, là. C'est bon. Comme les petits poussins mâles, vous savez. Hop. Non, c'est épouvantable. Oh là là, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Vous savez, les poules, ça nourrit bien une famille. Hein. Nos aïeux d'Ancien Régime, il y avait des poules partout. Les poules, ça vous donne des œufs, puis après, ça vous donne de la viande. Attendez, les poules, en plus de ça, les poules, elles se nourrissent de quoi? Alors, elles grattent la terre toute la journée. Si vous avez du blé, vous leur donnez. Moi, j'ai des poules, je leur donne du blé, mais je leur donne également mes débris, mes déchets. Et puis, ça gratte. Les poules, ça vous nourrit, ça vous donne des œufs. Ça se reproduit tout seul. Les poules, vous n'êtes pas obligé d'aller courir derrière. Il y a toujours un coq pour sauter dessus. Et régulièrement, il y en a une qui court. Vous savez que les poules, elles se relayent pour couver? Alors, j'ai vu ça chez moi. Vous avez brusquement, vous dites, tiens, les œufs disparaissent. Ah ben, il doit y avoir une poule qui couve. Alors, vous trouvez la poule qui couve, elle est blanche, puis vous passez 1 heure après, elle est devenue rousse. Elle se relaye. Et que c'est communautaire. C'est communautaire, elle se relaye. C'est extraordinaire. Oh, puis alors, une poule avec ses poussins. Vous savez ce que c'est la maternité? C'est une poule. La mère des mères, c'est la poule. Et j'ai vu, hein, bon,
j'ai pas eu d'enfants, mais j'ai quand même vu des bébés autour de moi. J'ai eu des bêtes, j'ai vu ce que c'était que la façon qu'ont les bêtes de materner. Il n'y a rien de plus beau qu'une mère poule. Il n'y a rien de plus beau qu'une mère poule. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est beau, une maman poule. Donc nos aïeux, ils avaient tout ça, ils avaient des poules, ils avaient des poulets, ils vivaient en communion avec la nature et ils avaient une prospérité la plupart du temps. Si la prospérité n'avait pas été la règle, la norme, la France aurait disparu. Donc, aller mettre le projecteur sur les périodes les plus noires qui ont existé, bon sang, l'histoire, c'est également l'histoire d'un drame, pour dire nos aïeux, ils vivaient de façon épouvantable ah oui, ça voilà. Changer, non, c'est bon, faut arrêter avec ça, Ben, parlons-en un petit peu, et on aime en tout cas aussi, on a Marion Sigaud en toute liberté aussi dans cette matinale, et c'est comme ça qu'on vous aime, Marion. Dites-nous alors justement, on a eu les Gilets jaunes, on a des associations qui défendent la démocratie directe. Au premier chef, celle de Christian Van Est. Nous avons aussi des amis suisses qui viennent souvent dans nos émissions. Et en fait, on avait cette impression. On a dit ça beaucoup, et je sais que ça, vous allez vous révolter contre cette idée. Et c'est ce qu'on m'a toujours dit, moi qui suis un défenseur de la démocratie directe. On dit ah mais bon, mon bon Nicolas, ça c'est bon pour les Suisses, c'est bon pour ce genre de pays. En France, nous, on est un État central, ça ne peut pas exister. Ça n'a jamais existé. Voilà, je vois venir. Ouais, bien sûr. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il en est en fait dans l'histoire? La France s'est faite par la communauté paysanne. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la France? Ce sont des gens qui étaient réunis en général autour des sources dans la campagne, parce que la source, c'est à partir d'une source qu'on va établir un village, qui se sont mis les uns avec les autres pour cultiver la terre. Et alors, c'était une société qui a été très rapidement totalement chrétienne, c'est-à-dire que la communauté s'est soudée autour d'un clocher, et la démocratie paysanne, c'est la façon dont fonctionnait la paysannerie sous l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution, qui a inventé qu'on allait élire des gens qui, au loin, allaient décider et vous renvoyer les décisions. Là, avant la Révolution, la société paysanne fonctionne par assemblée générale pour régler tous les problèmes, que ce soit pour répartir l'impôt, établir le budget, choisir le maître d'école. On choisissait le maître d'école et on lui imposait le programme. Qu'est-ce qu'un maître d'école? Qu'est-ce que le maître d'école enseigne aux enfants? Ce que la communauté villageoise lui demande d'enseigner aux enfants. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient les parents qu'on enseigne aux enfants? Lire, écrire, compter et le catéchisme. Voilà, le catéchisme, c'était le curé, lire, écrire, compter, c'était l'instituteur. Et l'instituteur n'était pas le curé. Et le curé n'était pas celui qui décidait de l'instituteur. C'est l'assemblée générale des villageois qui décidait de choisir l'instituteur. C'était d'ailleurs pas facile de trouver des instituteurs parce que tout le monde en voulait des bons, et puis que les bons, ils étaient moins fréquents que les moins bons. Et c'est la communauté villageoise qui décidait. La communauté villageoise, elle prenait toutes ses décisions en assemblée générale à main levée après la messe. L'assemblée générale avait été annoncée au prône par le curé, parce que le curé, non seulement il faisait la messe, mais il faisait également la gazette. Hein. Le roi venait d'avoir un fils, c'est par le curé qu'on l'apprenait. Parce que le curé était prévenu par sa hiérarchie, et puis arrivé au prône, il disait, et nous annonçons, le curé disait, au cours de son prône, nous vous rappelons la loi qui dit que, tenez-vous bien, toute femme enceinte qui perdra son fruit, toute femme enceinte qui n'aura pas déclaré son fruit et l'aura perdu, sera considérée comme l'ayant tué. C'est-à-dire qu'on protégeait les enfants à naître contre les naissances illégitimes qu'on aurait cachées. C'est-à-dire que, et c'était dit jusqu'à la Révolution, ça sera dit au prône une fois l'an, je crois, jusqu'à la Révolution. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'autorité consistait à donner une directive, la directive arrivait jusqu'au curé qui le disait au prône. Donc le prône, c'était à la fois le sermon religieux, également les petites annonces. Et les petites annonces, dimanche prochain, à la sortie de la messe, aura lieu l'Assemblée générale, au cours de laquelle nous allons décider de ceci, de ceci, de ceci ou de cela. À la sortie de la messe, tout le monde s'y retrouve. Alors, on s'y retrouve les hommes ou les femmes? Ah, eh bien, un par foyer. Un par foyer. Si le chef du foyer est l'homme, c'est l'homme. C'est-à-dire, si l'homme est là, il est là. Si l'homme est mort, il a une veuve, eh ben c'est elle. C'est-à-dire qu'on ne vote pas en tant qu'homme ou en tant que femme, on vote en tant que feu.
Et le feu peut être représenté par un homme ou par une femme. Voilà. Et l'Assemblée générale se fait, s'il fait beau, sous là, dehors, s'il ne fait pas beau, dans l'église. L'église, c'est la maison commune. On vote à main levée. On vote à main levée. S'il y a besoin de faire un vote plus discret, on vote au chapeau. On vote au chapeau. Donc on met dans le chapeau. Ah, voilà. Alors j'ai vu alors j'avais raconté ça à Étienne Chouard. Un jour il y avait, alors l'Assemblée générale, elle élit son syndic. Qu'est-ce que c'est qu'un syndic? C'est celui qui va représenter la communauté vis-à-vis des autorités. Si l'intendant veut parler au village Tartampion, le village Tartampion, on va pas réunir l'Assemblée générale pour que l'intendant puisse parler. Donc le village a un syndic. Le syndic, il est élu. Personne ne se bat pour être syndic parce que c'est une source de soucis. Vous êtes juste défrayé quand vous êtes obligé d'aller en ville, mais il n'y a pas de salaire pour être syndic. Voilà. Donc l'Assemblée générale élit son syndic et j'ai vu une communauté villageoise qui avait décidé, pour élire le syndic, pour éviter le problème, de mettre les noms des gens dans un chapeau et puis de tirer. Ça s'appelle le tirage au sort. J'avais expliqué ça à Étienne Chouard. Tu vois, le tirage au sort, ça existait avant qu'on en parle. Bon, mais voilà, donc l'Assemblée générale, elle s'occupe de ces problèmes, elle s'occupe de tirer au sort à la milice quand il a fallu aller choisir des soldats parmi les villageois, elle répartit l'impôt, le village est imposé et il faut le répartir. Il faut répartir l'impôt, le village reçoit l'imposition et on va le répartir. Et le village gère ses problèmes. Qu'est-ce qu'on a un budget? On a un budget parce que tout le monde paye sa quote-part. On répare d'abord la cloche ou on répare d'abord le pont? Hein? Bon, mais ça va se décider en assemblée générale. Le village est autogéré. Alors, je vais parler de l'autorité du roi là-dedans. Elle fait quoi? Allons-y. Oui, allons-y. Elle donne les grandes règles. Par exemple, est-ce que on a rendu l'école obligatoire? Ça n'a pas de sens. Les gens se saignent au cas de veine pour que les enfants puissent avoir un maître d'école. Donc, pourquoi voulez-vous les obliger à le faire puisqu'ils le font? Par contre, le roi intervient pour interdire qu'on paye mal l'instituteur. C'est-à-dire, vous avez un instituteur, la règle voudra qu'il ait une chambre à feu, un accès à l'eau et à l'hygiène, et que son salaire ne soit pas inférieur à temps. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'autorité qui va protéger, on va dire, grosso modo, les droits de l'instituteur, mais qui ne va pas, aucune autorité ne va obliger les parents à enseigner ceci plutôt que cela. Ah si, à partir de 89, à partir de 1789, là, boum, boum, on va dire, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez réinterdire ceci, vous allez les obliger à cela. Avant, ça n'existait pas. Avant, ça n'existait pas. Le village s'occupait de ses affaires et ça n'est pas... il n'y a aucune autorité qui va dire vous allez réparer la route avant le clocher. C'est l'Assemblée générale qui décide. Et l'Assemblée générale, alors, il y a quand même une forme d'oppression, on va rigoler, c'est que si vous ne voulez pas aller à l'Assemblée générale, on va vous chercher par la peau des fesses. Ah, voilà. Le vote obligatoire, ou presque. Tu fais partie du village, tu ne veux pas venir, mais tu vas voir. Alors, boum, 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 au son du tambour, la semaine prochaine, tout à l'heure, dans une heure, pour que tout le monde soit prévenu. Celui-là, il n'est pas là, allez, on y va. On va le chercher. C'est horrible hein, comme oppression. C'est horrible. Terrible. Voilà. Donc ça, c'est la démocratie paysanne. Et à partir de la Révolution, la démocratie paysanne, elle est remplacée par le vote des représentants. Au lieu que ce soit la base qui décide, on va envoyer des représentants qui ne vont rien représenter du tout, qui vont aller au loin, et ça va partir avant ça partir du bas en haut, là ça va partir, on va envoyer des gens qui vont faire redescendre les décisions, et notamment pour l'exemple notable de ce qu'est l'éducation, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Quand l'État s'est mêlé de remplacer les écoles villageoises par un système centralisé, hein, oui. dit démocratique puisque représentatif, les écoles se sont vidées. Les parents ne voulaient pas qu'on enseigne ces horreurs-là à leurs enfants. Donc les instituteurs nommés par l'autorité sont arrivés dans des villages où il n'y avait plus personne et où ils étaient les enfants. Ils faisaient la classe dans les granges, dans les maisons, les écoles clandestines, les écoles cachées. J'ai vu ça en Palestine. Lors de la première intifada. Lors de la première intifada dans les territoires, les écoles étaient fermées et j'ai assisté à des cours collectifs. C'est extraordinaire. Oui. Extraordinaire.
Et alors, je ne savais pas, moi, à l'époque, c'était en 87, je ne savais pas que les Français faisaient ça pendant la Révolution. Ils faisaient la classe en douce. Ils faisaient la classe en douce dans des granges, et l'instituteur nommé soit par la République, soit disons par l'autorité centralisée, ils arrivaient, ils disaient « il n'y a personne !» Ben non. Alors les enfants, alors il y en a beaucoup. Les écoles collectives étaient ceux qui faisaient la classe comme ça, ils étaient pourchassés, ils étaient poursuivis. Hein. Ça a été il y a une véritable tyrannie contre l'école à l'ancienne. Et l'idée, c'était que c'est aux parents de décider. Il y avait l'autorité parentale, les enfants sont soumis à leurs parents et leurs parents veulent qu'ils apprennent à lire, à écrire, à compter, à chanter, à apprendre le latin ou d'autres choses comme ça, mais d'abord à lire, à écrire et à compter et à devenir autonome. Et ça dérangeait beaucoup les bourgeois qui ont fait la Révolution, parce que ces gens-là, il faut qu'ils... Les programmes scolaires tels qu'ils ont été imposés par la Révolution, c'était absolument ahurissant. On voulait absolument que les enfants apprennent la Révolution, apprennent les héros de la Révolution, qui remplacent le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par au nom de Marat, Lepelletier, Robespierre ou des trucs comme ça. Les parents disaient, mais attendez, on ne va pas apprendre ces imbécilités, ces folies à nos enfants. Donc voilà, la démocratie paysanne, c'est ce qui fonctionnait jusqu'à la Révolution. Et à partir de la Révolution, alors la démocratie paysanne, elle fonctionnait sur un certain nombre de droits personnels et individuels, mais qui étaient marginaux par rapport aux droits collectifs. Les droits collectifs, c'est que le village possédait des terres auxquelles tout le monde avait accès. La démocratie paysanne, il y avait les bois étaient collectifs, les communaux étaient collectifs, il n'y avait pas de clôture, les bêtes, les troupeaux, il n'y avait même pas de clôture d'un village à un autre, les troupeaux traversaient la campagne sans aucune barrière. Ouais. Et alors chaque village connaissait bien la limite, mais les droits étaient collectifs, on considérait que la vie saine, c'était la vie collective et tout était organisé de cette manière-là. Donc les possédants, une fois qu'ils avaient, vous possédiez votre champ par exemple, une fois que vous aviez récolté, vous ensemencez un champ, vous allez récolter ce qu'il y a dessus, d'accord? Une fois que vous avez récolté, le champ il est ouvert, le voisin il peut envoyer ses bêtes dessus. Et puis la Révolution, ça consistait à dire on met des barrières, on met des clôtures, ceci est à moi. Là, là. Alors on a privatisé les communaux, on les a distribués aux gens. Mais ça veut dire quoi distribuer aux gens? Les gens, ils y avaient accès avant qu'on leur distribue. Donc à partir du moment où on leur distribue, ben, ils n'ont plus accès au truc du voisin. Et puis voilà, c'est là. Ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe. La Révolution a été une catastrophe pour le monde paysan. Ça a été véritablement une catastrophe. Alors, elle a asséché cette révolution, la société, elle l'a petit à petit dissoute, elle l'a liquidée jusqu'à aujourd'hui, et nous sommes dans cette phase terminale. Ça veut dire que la France pourra renaître justement de cette paysannerie et de ces règles communautaires. Croyez-vous en une certaine forme d'espérance sur quelque chose qui reviendrait de ces travaux et de tout ce qui précédait cette terrible révolution? Je pense que la solution, elle est locale. C'est-à-dire que quand on me disait il y a quelques années, moi j'achète que bio, je répondais, je n'achète que local. J'achète ma viande à un voisin, je me contrefiche que ce soit bio ou pas si c'est proche. De toute façon, plus c'est proche, plus ce sera bio, hein, parce que c'est des gros machins, voilà. Donc, la solution, elle est locale. Il faut rétablir le lien local, l'échange local. C'est small is beautiful. C'est ce qui est petit qui est viable. Et les choses ne deviennent grandes que par l'agrégation des petits. Mais si on supprime les petits, ce qui est grand sera monstrueux. Donc, je crois véritablement au retour de la petite exploitation. Il n'y a pas besoin de grandes exploitations. Plus l'exploitation est petite et plus elle est viable. Et voilà, je pense que mais je suis persuadé que les paysans le savent. Enfin, vous savez, je vis au milieu de paysans, j'ai vécu pendant des années avec un éleveur. Je connais un peu, je sais comment ça se passe. Je dis pas que tous les paysans ont compris, mais d'instinct, le paysan, il sait que pour qu'il puisse rester à la terre, il faut qu'il puisse décider de ce qu'il va faire.
Et décider de ce qu'il va faire, c'est être intégré dans un environnement immédiat et immédiatement échangeable. C'est ça qu'il faut. Et ça veut pas dire que les gens ne veulent pas se renfermer sur eux-mêmes, au contraire, c'est retourner à la production familiale, villageoise, cantonale, et ensuite on élargit. C'est évident que si moi j'ai des poules et que j'ai plus d'œufs que je n'en ai besoin, ben, je vais aller les vendre au voisin qui pourra peut-être me filer en échange quelque chose d'autre, ses prunes ou quoi ou qu'est-ce. Donc c'est un petit peu marrant ce que je raconte parce que ça a l'air caricatural, mais c'est le principe de base. C'est le principe de base et c'est comme ça que ça a fonctionné pendant des générations, et c'est comme ça que ça fonctionnera. De toute façon, si on veut pouvoir continuer de manger et de vivre, il n'y a pas d'autre choix. Hein. Il n'y a pas d'autre choix. Moi, je ne mangerai pas des cafards, je ne mangerai pas des sauterelles, désolé. C'est non. C'est non. Bon, on n'a pas l'estomac fait pour ça. On n'a pas l'estomac fait pour ça. C'est du génocide. Hein. Faire manger aux gens des insectes, c'est génocidaire. C'est génocidaire. Ben parce qu'on n'a pas l'estomac pour ça. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. Ça va nous tuer. Ça va nous tuer. Vous vous rendez compte? Depuis que le monde est monde, ce genre de bestioles est chassé des maisons par les populations et maintenant on veut leur faire manger. Non mais attendez, c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et élever des bêtes en batterie pour les tuer en batterie, c'est monstrueux aussi, mais on ne tue pas des bêtes comme ça. Les bêtes vont donner du lait et puis elles travaillent, elles peuvent travailler également la terre et tout. Puis on les tue quand elles ont terminé leur temps. On les tue. Élever des bêtes pour les tuer, il y a une monstruosité à ça. Il y a une monstruosité à ça. On peut revenir à l'ancienne méthode. Mais c'est comme ça que le monde a vécu depuis toujours. Pourquoi voulez-vous changer? Le monde est on est en train de changer la donne au moment où on se rend compte que les gens qui veulent changer la donne veulent nous éradiquer. Ils trouvent qu'on est trop nombreux. Moi, je trouve que ceux qui trouvent qu'on est trop nombreux n'ont qu'à partir et laisser la place. Moi, j'estime pas qu'on est trop nombreux et je trouve qu'on est bien là. Je trouve qu'on est bien là. Dans votre logique, Marion Sigaud, c'est vraiment l'aspect politique central et qui surplombe, qui est à l'origine des dérives. D'autres penseurs vont essayer de développer des théories soit plus marxiennes, liées finalement au développement de l'économie en elle-même, qui dériveraient, qui pousseraient, qui amèneraient justement ces situations et ces dérives. Vous pensez que ça, vous avez tranché en disant c'est des aspects politiques qui sont à l'origine de la destruction du monde ancien et non lui-même qui aurait en ses germes, hein, on pense à certains penseurs hein, qui ont aussi d'ailleurs leur écho sur Géopolitique profonde, qui eux pensent que c'est depuis le néolithique que finalement les choses ne vont en dérivant petit à petit. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Vous savez, l'économie, alors c'est l'économie qui dirige. Faire diriger l'économie, ça a été une décision politique. Voilà. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a un monsieur qui s'appelait Turgot qui a balancé ça. Du jour au lendemain, on a dit c'est le marché qui va décider. C'est qui le marché? Vous le connaissez le marché? Vous l'avez vu ce matin? C'est qui le marché? J'ai serré la main. Non mais hein, c'est la main visible. Vous avez dit bonjour de vivre ensemble ce matin. C'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces bêtises? Il a été décrété à un moment donné, pour tout un tas de raisons, que le marché du grain, au lieu d'être surveillé par la police, serait surveillé par rien du tout et que c'est le marché qui ferait le prix. Le marché, il a fait. Alors, on a appelé ça l'économie. Hein. L'économie, à l'origine, on a appelé ça la physiocratie, c'est-à-dire le gouvernement par la nature. Le gouvernement par la nature est devenu le mot économie et on a décidé un jour que l'économie allait diriger. Mais qui a décidé? C'est pas la population, c'est pas l'économie qui brusquement est arrivée en disant tiens c'est moi qui commande. Hein, il y a des gens, on connaît leur nom, on connaît leur prénom, on connaît leur façon de faire. Il a été décidé de façon politique qu'à un moment donné c'est l'économie qui allait diriger. Mais c'est politique la décision. Il n'y a pas une dérive. Vous savez, à la fin qu'on disait les prix ne montent pas comme il pleut. Les prix montent parce qu'il y a des gens qui se font des bénéfices. Et s'ils se font des bénéfices aujourd'hui qu'ils n'en faisaient pas hier, c'est qu'il y a une décision politique qui a été prise entre les deux qui a permis de faire ces bénéfices alors qu'avant, c'était rigoureusement interdit. Faire monter le prix du grain au-delà d'une certaine somme, c'était rigoureusement interdit. Il y avait une police pour surveiller ça. Puis un jour, on a dit la police, on la supprime. Ah bah oui, la décision de supprimer la police, elle a été politique. C'est pas l'économie brusquement qui a dit à la police, rentrez chez vous. Hein?
Bon, donc à partir du moment, toute la Révolution française, c'est ça, hein, c'est la libéralisation de l'économie, c'est la libéralisation des échanges, plus exactement, c'est-à-dire qu'il a été décidé, pour des raisons absolument fallacieuses et mensongères et tout ça, on va pas revenir là-dessus maintenant, il a été décidé qu'on supprimait la police des grains et qu'il était rigoureusement interdit de surveiller le commerce des grains. Bah, ceux qui possèdent des grains, si on n'a plus le droit de les surveiller, ils le gardent jusqu'à ce que le prix augmente. Le prix augmente parce que quand les gens ont faim, ben, ici, hier, ils le prenaient à 100 et qu'on leur dit aujourd'hui c'est 200, s'ils crèvent de faim, ils le font. Donc, il va y avoir des bénéfices gigantesques qui vont se faire pour ceux qui possèdent le grain. Et la police qui était jadis là pour précisément s'assurer que ça n'était jamais le cas, que le grain passait bien d'un lieu à un autre et qu'on savait d'où il venait ou qu'il savait où il allait et qu'il ne ferait pas des profits indus. La police a été priée de protéger les marchands alors qu'avant elle protégeait les gens qui venaient au marché. À partir de là, les prix ont flambé, la confiance s'est érodée et ça a été la Révolution. La Révolution, c'est à l'origine quand même une gigantesque jacquerie contre le libéralisme qui a été constitutionnalisé dès les débuts de la Révolution. C'est une arnaque invraisemblable, la Révolution. Le peuple était en révolte contre le libéralisme et la Révolution l'a imposé et constitutionnalisé. On arrive vers la fin de notre émission. Peut-être finir... Je rappellerai aussi que vous collaborez à la revue Géopolitique Profonde. J'ai cet honneur pour une première fois. Je vous remercie. C'était la 19e, celle du mois de décembre. Marion Sigaud, pourquoi la sexualité infantile? Je le conseille évidemment dans cette revue de décembre de Géopolitique Profonde, avec la collaboration donc maintenant de Marion Sigaud. Peut-être donc avant de nous quitter, en surplomb de l'histoire, et si vous aviez un conseil à donner à nos agriculteurs, à notre paysannerie aujourd'hui, qui est avec en effet le Mercosur, plus l'ensemble de l'administration de l'agriculture, si vous aviez un conseil à leur donner, quel serait-il ? Je me garderais bien de donner des conseils. Est-ce que vous croyez que le fait d'aller manifester à Paris, le fait de secouer le cocotier, c'est la meilleure solution, ou bien secouer le cocotier, c'est bien, mais si c'est pour être relayé par des faux représentants qui sont en fait la courroie de transmission du nouvel ordre mondial, ça sert à rien. Donc moi, je sais que les paysans, ils ont toujours raison de se battre, mais les paysans, vous savez... Bon, ils ont raison de se battre, ils sont le sel de la terre, ils sont notre avenir, ils sont notre passé. Enfin, les paysans, on ne vivra pas sans paysans. Donc mais aller se mettre dans des nasses et surtout écouter des faux représentants qui sont la courroie de transmission du nouvel ordre mondial, ça sert à rien. Je pense que les moyens de communication actuels permettent vraiment à la paysannerie, enfin à tout le monde d'ailleurs, de rester interconnecté. Moi, je leur souhaite de tenir bon, de recréer des petites structures, et puis de sortir du marché mondial. Il faut sortir du marché mondial. Vous savez, à la Révolution, avant la Révolution, Turgot, quand il a lancé sa grande réforme libérale, il disait il faut que le prix du blé soit européen. Il disait déjà. Et il disait, quand les Français rechignaient à ces réformes imbéciles et criminelles, il disait, mais enfin, l'Europe nous regarde. Hein, vous vous rappelez rien? Vous vous rappelez rien? L'Europe nous regarde. Ben oui, mais l'Europe nous regarde. D'abord nourrir sa famille, nourrir son village, nourrir son canton, nourrir son... Non, j'ai pas de conseils à donner aux gens. Je peux leur dire que je les aime et que vraiment je les aime, que je veux qu'ils réussissent, mais pitié, n'écoutez pas tout ce qui vient d'en haut. Ça viendra, la solution viendra d'en bas. La solution viendra d'en bas. C'est comme pour la libération des enfants. Voilà, justement, les parents devront dire non, 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 non et non. Vous ne sexualiserez pas nos enfants. Vous ne les retirerez pas à notre autorité. Il va falloir à un moment donné que les parents comprennent que ça dépend d'eux qu'on sauve les enfants. Ce sont les parents qui sauveront les enfants. Et moi, je ne suis pas parent, mais voilà, c'est le souhait que j'ai et le message que j'ai envie d'envoyer. En 1750, les arrestations, les enlèvements d'enfants ont cessé parce que les parents ont décidé que c'était fini. Ils ont payé cher. Hein, ils ont payé cher. Hein. Il y a eu des condamnations à mort, alors que ça a été très, très grave. Mais voilà. Le courage parent. Mais voilà, c'est là que s'associe le mieux notre nature, notre condition, au travers ce courage. Et puis c'est la conscience collective, c'est-à-dire que le courage vient quand on comprend ensemble, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est important, ça, de le dire, bien sûr.
C'est la conscience collective. Et la conscience collective, ça passe par l'information également. Et oui. Et l'information, c'est évidemment pas ce qui passe dans les médias. Moi, j'ai pas allumé la télé depuis plus de 20 ans maintenant, donc c'est bon. De temps en temps, elle s'allume toute seule. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Les médias sont là pour mentir, d'accord? Bon, donc si on veut de l'information, il faut aller la chercher ailleurs. Bon. Restons interconnectés, passons les informations les uns vers les autres et recréons la vie. Recréons la vie, recréons le bonheur, les belles choses. Faut arrêter avec ce désespoir infusé depuis le sommet pour nous traiter d'imbéciles et expliquer qu'on sait mieux que nous, que nos enfants on va sauver nos enfants de notre influence pernicieuse. Non, faut arrêter. Quand les parents sauront véritablement ce qui se passe, ils s'opposeront à ce qui est en train de se passer. Et quand tous les paysans auront véritablement compris, ils se remettront entre eux et ils cesseront de jouer ce jeu infâme du marché unique. Enfin, c'est une monstruosité. Et c'est une monstruosité depuis le début. Déjà, au temps des Lumières, Turgot, il voulait un marché européen du grain. Eh ben voilà. Là, maintenant, c'est un marché mondial de la viande. Non, mais arrêtez. En France, on a de la terre, on a du soleil, on a de l'eau et on a le génie paysan français. On devrait pouvoir nourrir l'Europe entière rien qu'avec nos petits bras. Interconnecté, Marion Sigaud, faut-il terminer néanmoins nos échanges par une chanson? Ah, qu'est-ce qu'on pourrait chanter? Vous avez une idée? Non, j'avoue que je fais partie justement d'une de ces générations à qui on a retiré. Ça fait bien longtemps que je ne chante plus à table. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, pom, pom, pom. C'est beau. Bravo. Ça. C'est la chanson de la guerre de 14, quand le gars qui a écrit cette chanson lui a dit, bon, bah, écoutez, essayez autre chose parce que ça va jamais marcher. C'est devenu tellement populaire qu'on parle de la France de la Madelon pour parler de ces années-là. C'est une très belle chanson. Il y a une amie qui m'a dit un jour, mais tu te rends pas compte, c'est une tournante. Je dis, quoi, la Madelon? Attends, on lui prend la taille ou le menton, t'appelles ça du viol, mais tu rigoles. C'est la gentille fille qui console les soldats de l'absence de leur chérie, mais ils la touchent pas. C'est pas possible. Ça serait pas une si belle chanson si c'était comme ça, si c'était ce que tu dis. Non, c'est là. Merci. C'est vraiment une très très jolie chanson française. Voilà. Merci beaucoup, Marion Sigaud, d'avoir ensoleillé notre matinale. C'est gentil. Bonne année à vous tous. Bonne année, bonne santé, et on vous dit à très bientôt, Marion, sur Au revoir. Géopolitique profonde. Au revoir. Au revoir.